Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission. C'est l'heure du foot. On est en direct comme chaque dimanche et au sommaire de ce 19e numéro de la saison. On reviendra sur la conférence de presse tenue par Jamal Belmadi ce matin au CTN de Sidi Moussa, une conférence de presse qui aura duré presque 2 heures. Hein. On vous proposera ensuite une interview exclusive, voilà, du président de la Fédération générale de football, Sharaf El Amara, qui revient sur pas mal de sujets qui concernent notamment l'équipe nationale. La Ligue 1 avec les 6 matchs disputés ce vendredi pour le compte de la 18e journée, la Ligue 2 avec la 19e journée et le RC Kuba qui renoue avec les victoires en s'imposant devant le Ralim Mascara et la GS Borjemlail qui a été tenue en échec quant à elle par l'équipe de Tlerma. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau donc Farid Aït Saada, deux de nos consultants. Farid Aït Saada, bonsoir Farid, merci. Bonsoir Saïd, bonsoir aux amis téléspectateurs. De répondre présent à notre invitation. Merci à vous Farid. De l'autre côté, Abdel Kawab, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir notre ami Farid. J'espère que cette émission sera pleine de rebondissements puisqu'on va en parler tout à l'heure. Ça va beaucoup parler aujourd'hui et on va avoir dans quelques instants, hein, il a fait un peu de retard avec les bouchons aujourd'hui sur Alger, notamment après ces pluies de Inch'Allah Khair justement. Et Zoher Djeloul donc, va nous rejoindre dans quelques instants. L'ancien entraîneur adjoint de coach Rabah Saadan notamment. Messieurs, donc avant de commencer et notamment parler de l'équipe nationale et cette conférence de presse tenue ce matin donc au CTN de Sidi Moussa, on commence comme chaque dimanche par la première rubrique de l'émission, les 3 points de Kawa. Qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine, Abdelnour? C'est inévitable, il y a la conférence de presse de Jamal Belmadi qui a été tant attendue par non seulement les journalistes mais par l'ensemble de la population algérienne. Donc en deuxième point, c'est un peu la démission à l'amiable de Nabil Kouki de l'entente de Sétif. Séparation, ouais. À l'amiable. On peut dire séparation, donc ça fait... Oui, c'est vrai, après avoir passé plus de 2 ans... C'est pas une démission, hein, ce qui est certain, donc c'est une séparation. Et c'est vrai que les mauvais résultats ces derniers temps de l'entente de Sétif... C'était latent, hein, puisque depuis le début de saison, on sentait que Nabil Kouki n'était pas à l'aise. Donc bon, maintenant, Sétif doit tout de suite trouver un remplaçant pour continuer un peu, non seulement son aventure en Coupe d'Afrique, mais également essayer de jouer le titre du championnat. Et enfin, en troisième point, c'est un peu le recrutement de Benrit au Mouloudia. Vous savez que Benrit actuellement a un contentieux qui est au niveau de la FIFA, avec son ancien club, l'Espérance de Tunis. Et là, le Mouloudia a pris un gros risque en le faisant signer. Tant que cette affaire n'est pas traitée par la FIFA, il risque de gagner éventuellement, d'avoir gain de cause sur ce dossier. Mais si jamais il est pénalisé par la FIFA, le Mouloudia sera également pénalisé. Il y a beaucoup de clubs qui souhaitaient le recruter et au dernier moment ils sont tous retirés à cause de ce dossier qui est au niveau de la FIFA. On attendra justement de connaître les résultats. En tout cas, il y a le dossier au sein de la FIFA. En attendant donc d'avoir plus d'informations sur ce dossier, le joueur va avoir une licence provisoire. Mais si jamais le verdict tombe en sa défaveur, non seulement il sera pénalisé, mais le Mouloudia également sera pénalisé. Très très bien, donc on va passer donc à ce qui a marqué en tout cas l'actualité aujourd'hui, ce dimanche avec cette conférence de presse. Après le jingle, allez les Verts. Et donc je le disais au sommaire, donc Jamal Belmadi, c'était attendu messieurs.
a tenu ce matin une conférence de presse, 5 semaines après l'élimination de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique. C'était au premier tour, donc après ce dernier match disputé et perdu face à la Côte d'Ivoire. Jamel Belmadi, en attendant donc de voir le sujet de Riyad Belkhatim qui a assisté à cette conférence. Farid Aït Saada, vous l'avez suivi cette conférence bien évidemment. On peut dire que c'était une conférence attendue, mais au final, Jamel Belmadi paraissait assez décontracté, sans pression. Il a répondu aux questions des journalistes, même si pour la première question, ça a pris du temps quand même. 45 minutes pour répondre à la première question qui revenait bien évidemment sur la participation des Verts à la CAN. Bon, c'était une conférence non seulement attendue, mais longuement attendue. Ça fait 5 semaines que l'équipe nationale a été éliminée et ça fait 3 semaines que la finale s'est jouée. Donc voilà, il a pris le temps, ça se voit qu'il a pris le temps de la réflexion pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé pour bien analyser. Il l'a dit en conférence de presse. Bien sûr, la première question, c'était le bilan. Il a pris son temps pour bien présenter les choses, pour dire voilà exactement ce qui s'est passé, parce que c'est un devoir d'information et c'est un devoir aussi auprès du peuple algérien, très attaché à sa sélection. Et c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il anime une conférence de presse de 2 heures. Même à sa nomination, je crois que c'était un peu plus court. Les dernières conférences, il fallait s'attarder. Hein. Ça pouvait aller jusqu'à 1 heure. 1 heure et demie. 1 heure, ça c'est normal. En tout cas, ça a duré généralement 1h15 à 1h30. Mais aujourd'hui, c'était pratiquement 2 heures. Hein. 1h50 et quelques. Donc, justement, en attendant, on va continuer le débat sur cette conférence de presse. Mais on va suivre justement le sujet qu'a réalisé pour nous Riyad Belkhatim, qui était présent à cette conférence de presse au CTN de Sidi Moussa. Et on revient. C'est un Jamel Belmadi souriant et détendu qui s'est présenté devant la presse ce matin. Dès la première prise de parole, le coach national s'est très longuement étalé sur l'évaluation de la participation algérienne et les raisons de l'échec. Rien n'a fonctionné, dit-il. Dès le début du stage, la préparation, les absences et bien évidemment l'épidémie du Covid qui a frappé de plein fouet les joueurs, ainsi que le climat à Douala. Déjà une date qui est changée 2 jours juste avant, d'une préparation qui a été mise en place, pensée, réfléchie 3-4 mois à l'avance. Donc ça, voilà déjà, gros point d'interrogation, pas point d'interrogation, mais constater que manquer de considération ce continent. Mais Chiri Hnaya, tout le continent, 2 jours avant, nous dit finalement ce ne sera pas le 27, ce sera le 1er janvier, le 3 janvier. Donc ça déjà, c'est déjà une première chose. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. On voit comme ça 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences que ça a, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseigné, on a eu le Covid pour la 2e fois, la moitié du staff de sécurité, la moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif, donc bref, une hécatombe. Dans la seconde partie de la conférence de presse, le coach national s'est attardé sur le rendez-vous décisif de mars prochain face au Cameroun pour une qualification en Coupe du Monde. Avec au bout un ticket pour le Graal, le mondial qatari. Une chance de rachat et un doux rêve que caresse l'ancien joueur de Manchester City depuis son enfance. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, c'est la dernière vraie Coupe du Monde, celle que l'on connaît, la rareté de la Coupe du Monde, celui qui y participe, le privilégié qu'il est. Donc on a tous envie d'y être, on a tous envie de vivre ces 8 mois d'euphorie, football, je parle purement football, 8 mois entre le mois de mars et le mois de novembre, et se préparer et aller peut-être faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Avant ça, il y aura un lourd combat. Plus qu'1 mois avant la confrontation de Douala, Belmadi et ses hommes sont déjà, depuis plusieurs semaines, à pied d'œuvre, au travail pour essayer de se retrouver dans quelques mois en terre qatari, une terre qui a souri déjà il y a quelques semaines à la sélection algérienne à Prime. Le rêve est donc encore permis. Le rêve donc est permis, et il est important qu'il soit permis justement avant ces 2 matchs donc face au Cameroun. Je commence avec vous, Abdel Nour Kawa, justement sur cette conférence de presse. C'était
évident que ça allait parler surtout sur la participation des Verts à la CAN et les raisons de cet échec. Et justement, Djamel Belmadi, déjà d'emblée, a évoqué notamment la préparation qui était assez compliquée. On va justement dans quelques instants écouter Djamel Belmadi encore une fois. Mais il a évoqué surtout la problématique de la Covid. En faisant une déclaration, une révélation si on peut dire ça ainsi, puisque 23 joueurs ont été testés positifs à la Covid. Oui, avant le début du tournoi en tout cas. Oui, mais c'est un peu à l'instar de toutes les autres nations qui ont participé à cette Coupe d'Afrique. Maintenant, il faut savoir quel a été ce que cette Covid a laissé comme trace au niveau des joueurs. Est-ce qu'ils avaient suffisamment récupéré? Je ne pense pas. Donc, moi, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit. Hein. Le plus important aujourd'hui, il a fait son bilan. On attendait tous un peu ce bilan-là. Maintenant, on sait pratiquement ce qui s'est passé, toutes les difficultés qu'il y a eu lors de la préparation du stage, pendant la Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il faut quand même tourner la page et penser au match qui nous attend le mois prochain. Donc, l'avantage, de ce match, c'est vrai que ça va pas être une sénicure. Là, la chance qu'on a, c'est qu'on ne va pas en terre inconnue. On connaît un peu tout le terrain, on connaît le Cameroun pour l'avoir vu jouer dans cette Coupe d'Afrique, on connaît un peu toutes ses qualités, toutes ses faiblesses. Et donc, il reste encore un mois. Malheureusement, il va y avoir un stage de 4 jours avant le match. Est-ce que ça va être suffisant? Mais moi, je pense que tout le staff est en train de réfléchir de la meilleure manière pour pouvoir aborder ce match aller qui va être très important pour cette qualification en Coupe du Monde. Justement, en parlant de Coupe du Monde, on a écouté Djamel Belmadi qui parle d'une dernière Coupe du Monde pour certains joueurs, à l'image peut-être d'Riyad Mahrez, Mandi, Belamri et autres. C'est toute une génération qui risque de sauter si on ne se qualifie pas au mondial, Walid Aïtad. Oui, il y a cet aspect. Il a aussi insisté sur le fait que ce sera la dernière Coupe du Monde sous son format actuel. Après, il y aura une Coupe du Monde à 40 sélections. Ça sera plus facile de se qualifier. Là, c'est plus. Il y aura 9 pays africains qui pourront se qualifier. Donc voilà, il dit que c'est une occasion. Et puis, quand il dit, il y a le rêve, parce qu'ils ont été au Qatar avec la Coupe arabe, certains étaient là-bas, ils ont fait le stage au Qatar. Ils ont un peu eu un avant-goût de ce qui va se passer. Voilà, c'est important. Et là, je pense que c'est très courageux pour Djamel Belmadi d'avoir parlé, d'évoquer le problème de la Covid parce que personne n'en parle. Et là, je vais inverser les rôles. Je vais vous poser une question, Saïd. Vous qui étiez là-bas, est-ce que, vous les journalistes qui étaient là-bas, est-ce que vous avez perçu ou bien, est-ce qu'il y a eu des rumeurs qui ont couru sur cet hécatombe qui a touché la sélection nationale? Je parle de la Covid. Pour vous répondre franchement, on a eu des informations, d'ailleurs, je le disais, sur mes envois pour Canal Algérie, justement, on disait qu'il y avait des cas de Covid, sauf que la fédération et l'entraîneur national ne voulaient pas communiquer là-dessus. Et évidemment, pour préserver la sérénité de la sélection, on a préféré taire les noms, même si Léounès, Zerrouri, on savait tous, tout le peuple algérien savait qu'ils étaient covidés puisqu'ils étaient absents déjà aux séances d'entraînement et les matchs. Et justement, on va enchaîner avec un autre aspect de cette CAN qui a conduit à l'échec de la mission de l'équipe nationale au Cameroun. Justement, on va écouter Djamel Belmadi qui revient sur les conditions notamment de préparation pour cette CAN et justement sur le fait de jouer à 14h dans un stade comme celui de Japoma. Une addition d'éléments défavorables, dont évidemment qui est la résultante, c'est une faillite collective, c'est un échec dont je suis le responsable. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'en assume totalement la responsabilité. Et évidemment, je ne suis pas le genre à me cacher, puisque, in fine, ce qui va apparaître, justement, ça va être les matchs, ça va être les performances, ça va être les résultats qui sont d'ordre de ma responsabilité avant toute chose. Rationnellement. Après, il y a de rentrer dans le domaine technique qui sont les matchs. Parce que quand on dit un échec, une faillite collective, c'est finalement 3 matchs. Okay, donc avant d'arriver à ces 3 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, préparation
chaotique. Tout ce qu'on connaît. Nous, on a essayé d'en avoir. D'un match à 14h, par exemple, pour le premier match contre le Sierra Leone, qui a posé problème. Vous me direz, le Sierra Leone aussi, il jouait à 14h. Bon, alors, je vous répondrai aussi, il y a peut-être une différence entre ceux qui sont capables de jouer à 14h. On est peut-être moins capables que d'autres, mais c'était peut-être pas que ça. C'était déjà avant ça, sur cette préparation chaotique des joueurs qui arrivent avec un niveau physique diminué, très diminué. Donc à partir de là, c'est tout de suite, les choses se font sentir immédiatement. Notre jeu est de suite mis en difficulté. On a écouté donc Jamel Belmadi dans cette déclaration et on va accueillir avec nous notre invité, un peu en retard. C'est pas sérieux, coach. Hein. Vous faites du retard. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la pluie. On remercie Dieu. Alhamdulillah. Et ça crée des bouchons évidemment. Zohair Djelloul, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue chez nous. Je suis très honoré d'être parmi vous. Khalid Saada, vous le connaissez? Bien sûr. Abdelnour Karan. Notre fameux gardien de but. Ah oui. Alors, Zohair Djelloul, donc je vais commencer avec vous, avec cette déclaration. On l'a écouté de Jamel Belmadi qui revenait justement sur la CAN et les raisons plutôt de l'échec des Verts à cette CAN. Il est revenu sur la préparation tronquée, notamment avec la décision de la FIFA de retarder donc la libération des joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment en Europe, mais aussi sur le fait de jouer à 14h dans des conditions compliquées au Cameroun. Je le disais tout à l'heure avec Faïd Saada, on attendait justement d'écouter Jamel Belmadi après 5 semaines, après cette élimination à la CAN. Vous avez suivi cette conférence de presse. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement? Bon, de toute façon, avant de dire ça, je m'en excuse pour le retard. Et puis, les raisons qu'il a données, M. Belmadi, concernant la préparation, de toute façon, il a tout dit. Hein. Et puis, nous, on a parlé déjà de ça auparavant dans les plateaux. Donc, on a cité la problématique de cette préparation, elle était vraiment interrompue. Donc, il n'a pas eu le temps de bien cerner son groupe. Donc, il a parlé, c'est que cette préparation ou cette CAN est venue dans une période un peu difficile parce que les joueurs sont en pleine compétition. Donc, ils n'ont pas eu le temps c'est-à-dire de préparer convenablement cette CAN. Et deuxièmement, c'est le problème de Covid. Donc, tous les joueurs, ils étaient presque atteints par le Covid, même lui, même son staff, même le staff de sécurité, même le staff médical. Donc, tout le monde était concerné par le Covid. Donc, je pense que ces raisons sont vraiment très valables. Et il a parlé un peu de tout. Donc, surtout de la forme, de la méforme de ces joueurs-là. Justement, il a pris le temps d'étaler toutes les raisons de cet échec. Et l'une d'elles, justement, parlait du stade de Japoma et cette pelouse compliquée. Et Jamel Belmadi a tenu justement à revenir sur cette pelouse en disant que le jeu de la sélection algérienne nécessitait évidemment une bien meilleure pelouse pour voir justement les Verts dérouler comme il l'avait fait justement par le passé notamment. On va écouter Jamel Belmadi. Pour moi, il est très important pour le football algérien, pour cette équipe nationale d'Algérie, d'avoir, je dis, c'est pas des excuses, vous le prendrez comme vous voulez. Moi, je vous l'ai dit depuis longtemps, je l'ai dit ici en Algérie, sur nos terrains, nous, c'est pas sur le truc là-bas, pas sur d'autres terrains à l'extérieur que je vais me taire. Nous, on a besoin d'avoir une pelouse convenable. C'était loin d'être le cas. À 14h, chaleur énorme, humidité énorme. Les deux équipes sont logées à la même enseigne. Il y a une équipe qui s'appelle le Sierra Leone qui peut-être ne pratique pas le même football que vous. Il y a une équipe qui est le Sierra Leone qui peut-être est plus capable d'assumer et de jouer sous cette chaleur et sous cette humidité parce que eux, c'est des bus qui mettent derrière. Vous savez, ça s'appelle des blocs bas et où il n'y a pas besoin de tellement de dépenses physiques. Il n'y a pas besoin de faire des courses à haute intensité puisque eux, ils sont là, ça coulisse. Toi, tu es censé faire des courses à haute intensité parce que tu ne marques pas des buts en trottinant. Tu marques des buts avec de la vitesse déjà dans l'animation, avec le ballon qui circule vite, avec beaucoup de courses, contre une équipe qui est là et qui gère et qui truc. Donc tu pompes, tu cherches et tu as besoin de beaucoup plus de développer d'énergie sous ces trucs-là, bizarrement,
interdiction de cooling break, pas boire de l'eau, alors 40 degrés, taux d'humidité énorme, et on n'a pas le droit de boire de l'eau, comme si on était des chameaux. Donc ça, je ne comprends pas, alors qu'il y avait nous, il y avait un autre match plus ou moins à ces mêmes horaires-là, et pourtant, eux, ils avaient leur cooling break. Cette problématique de la pelouse à Abdel Kawa, on sait que quand on joue en Afrique, c'est toujours compliqué avec les pelouses, en Afrique noire bien évidemment. Et on l'a vu dans ce stade de Japoma. On ne va pas trop revenir sur ce qui s'est passé bien évidemment, mais Jamel Belmadi fait bien d'en parler, sachant que les Verts vont rencontrer cette sélection du Cameroun dans ce même stade de Japoma. Mais je pense que la maintenance va avoir lieu. On ne peut pas laisser ce terrain-là comme il est. Moi, je pense qu'ils ont eu quand même, ça fait 6 semaines que cette coupe est terminée. Je pense qu'ils sont en train de retaper. Mais toujours est-il que là, quand on doit jouer, même si on joue sur un mauvais terrain, aujourd'hui, notre dernière chance, si vous voulez, c'est la qualification. On recherche cette qualification, même si sur un terrain en tuf ou en terre battue. Là, ça va être un match très, très, très compliqué, ça c'est certain. Le Cameroun nous attend de pied ferme, ça c'est sûr. Maintenant, il va falloir se surpasser, il va falloir sortir ses tripes et donner tout ce qu'on peut donner sur le terrain, quel que soit l'état de la pelouse. Bon, maintenant, il reste un facteur qu'on ne peut pas maîtriser, ça va être le résultat du match. Mais je pense que Belmadi est conscient de la préparation qu'il doit y avoir pour ce match-là. Je pense que les joueurs, il est en train de suivre pratiquement l'ensemble des joueurs qui évoluent, bon, ceux qui ont de temps de jeu, ceux qui n'en ont pas. Donc, essayer d'avoir la meilleure sélection possible et avoir des joueurs prêts pour ce jour-là, pour les 2 matchs. Parce qu'on va jouer en espace de 5 jours, on va jouer les 2 matchs. Donc voilà, avoir des guerriers, avoir des joueurs qui pendant 90 minutes au Cameroun se battent comme pas possible et essayer d'avoir le résultat. Très très bien, on va écouter une autre déclaration de Jamel Belmadi. Là, il parle justement de ce record d'invincibilité. Est-ce que ce record aura un petit peu perturbé les joueurs? On l'écoute. Parle. Cette statistique d'être invaincu pendant autant de temps, un match, tu gagnes, tu perds, invaincu pendant autant de temps, elle démontre pas certaines choses quand même, cette statistique. Donc d'être peut-être le premier de toute l'histoire du football, depuis que le football est football, parce que tu n'es plus trop loin, est-ce que ça rentre pas malgré tout ce qu'on a pu dire? Et croyez-moi que je le dis les choses. Les gars, nous ne trompons pas d'objectifs, ça, on l'a dit 1 milliard de fois. Mais tu as beau dire ce que tu veux, les joueurs sont des êtres humains, ils ont un cerveau. Ben, c'est ce que je suis en train de dire, tout ça pour expliquer ça. Je ne vais pas le balancer comme ça, j'aime bien expliquer les choses. Donc je me dis que sûrement, malgré tout ce que j'ai pu dire, moi-même, je mentirais. Au fond de moi, ce que je laisse apparaître et ce que je dis, c'est que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la performance. Le plus important, c'est la constance. Mais dès qu'on arrive là, même moi, je me dis, waouh, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'Italie, tu vois l'Espagne, tu vois le Brésil, tu vois l'Argentine, tu vois l'Allemagne, tu vois la France. C'est quoi le truc commun entre eux? Ils sont tous champions du monde. Et tu vois l'Algérie qui vient se greffer. Il y en a qui vont dire, toujours les mauvaises langues, ouais, mais c'est l'Afrique. Ah oui, donc t'as fait l'Afrique. Donc pour l'instant, je travaille en Afrique. Donc, je me base sur ce que j'ai fait. Et pourquoi d'autres équipes? Des équipes comme l'Égypte, des équipes comme les grosses équipes, là, toutes les grosses équipes du continent africain historiques, qui ont fait des Coupes du Monde et tout ça. Pourquoi le Cameroun ne l'a pas fait? Pourquoi l'Algérie, pourquoi le Maroc ne l'a pas fait? Pourquoi toutes ces équipes-là, le Sénégal ne l'a pas fait, le Nigeria ne l'a pas fait? Pourquoi l'Égypte ne l'a pas fait? La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait? Des joueurs qui comptaient des gros joueurs, la Côte d'Ivoire, Drogba, pourquoi ne l'ont pas fait? Ils ont atteint ce chiffre de 26, nous on était là en train de se battre. Tout le monde le disait. 25, 26 en Afrique, record d'Afrique, on est arrivé à 35. À venir chatouiller le truc. Et puis, qu'on le veuille ou non, nous, on est en Afrique. S'il y avait une équipe qui aurait fait ça, voilà, et ben, ils auraient fait. Donc, nous, on a atteint là, ce niveau-là. Jamel Belmadi revient encore une fois sur ce record africain d'invincibilité avec 35 matchs. Certains avait dit lors de la CAN que peut-être ce record a un petit peu perturbé un petit peu les esprits des joueurs. Quand vous étiez entraîneur au sein de cette sélection nationale, vous avez côtoyé plutôt les joueurs. Est-ce que ça parle de statistiques chez les joueurs justement? Est-ce qu'on fait plus attention peut-être à ce genre de statistiques que peut-être le match en lui-même, l'adversaire en lui-même?
C'est sûr. Il a bien si dit, M. Belmadi, que les joueurs, c'est des êtres humains. Le football est très complexe, tu vois. Donc, même si on essaye beau d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut pas tenir compte ou de ne pas se focaliser sur ça, mais le joueur, il va toujours garder dans sa tête, c'est-à-dire ces chiffres. Mais aussi, il a dit quelque chose de très important, c'est que il faut aller vers la performance. Donc la performance, c'est quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'était un échec. La Coupe d'Afrique, c'était un échec total, et c'est lui qui l'a dit à la conférence de presse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Lui-même assume la responsabilité de cet échec. Il a dit, c'était son premier, c'est-à-dire à la conférence de presse après qu'on est rentré en Algérie, c'est-à-dire lorsqu'on a terminé contre le Côte d'Ivoire, il a dit que c'était un échec total. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ça? Il faut tirer des enseignements et faire une analyse objective et directe. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche. Lui, il joue les 2 matchs de sa vie. Il joue les 2 matchs de sa carrière. Donc, il faut tirer des enseignements et puis travailler et oublier tout ça, à mon avis. Donc, le terrain, la température, le climat, et ça, et ça, et ça. Donc, ça, il faut le gérer avec le temps. L'organisation, c'est très important. La gestion, c'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut gérer? Il faut gérer l'état d'esprit. Parce que maintenant, nous, un mal pour un bien. C'est vrai qu'on n'a pas su gérer cette finale de Coupe d'Afrique, mais on a tiré des enseignements pour corriger nos erreurs et aller vers l'objectif principal, ce qui est la qualification en Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. On va écouter encore une fois Jamel Belmadi là qui parle d'une autre problématique, celle d'avoir disputé cette Coupe arabe des Nations, remportée, on le rappelle, par l'Algérie. Mais il y a eu des joueurs qui ont participé pleinement à cette compétition qui s'est tenue au Qatar. Et ensuite d'enchaîner avec une autre compétition d'envergure qui est la CAN. Certains joueurs peut-être étaient vidés, comme l'a déclaré Jamel Belmadi, notamment sur le plan mental et physique. On va l'écouter. De passer, vous allez me dire, d'une compétition. Avant la compétition, il y en a qui l'ont dit assez justement. Est-ce que c'est pas trop 2 compétitions ensemble comme ça, à un mois d'intervalle? Oui, in fine, on peut dire que c'est trop, parce que quand on a vu des joueurs arriver, et pour en avoir discuté avec eux, des joueurs importants de notre équipe, de dire que émotionnellement, plus ou moins vidés, parce que c'est pas juste l'aspect physiologique et l'aspect physique d'avoir joué plusieurs matchs à 120 minutes pour certains joueurs durant la Coupe arabe. Donc c'est pas juste ça, c'est l'aspect et des fois c'est plus important, l'aspect émotionnel, se reconcentrer, ravoir très 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 fin pour gagner, pour faire un bon parcours, voire gagner une compétition telle que la Coupe d'Afrique, qui est d'un niveau complètement différent. Faut pas, ça il faut se le dire. C'est beaucoup de force mentale. Énormément de force mentale. Mais si tu n'as plus rien, parce que tu as épuisé entre guillemets, tous tes neurones, et que tu n'as plus cette force de dépassement de soi, que tu n'as plus cette... Ça, c'est mental. C'est vrai que ça devient problématique. Jamel Belmadi, Faïd Saada a parlé justement, en parlant de force mentale et physique. Certains joueurs peut-être ont accusé le coup, notamment quand on sait qu'une compétition, en plus comme celle de la Coupe arabe, on est allé au bout avec des matchs disputés avec prolongation. On sentait peut-être des joueurs fatigués. Jamel Belmadi, aujourd'hui, il l'admet ouvertement que peut-être cette Coupe arabe, le fait d'avoir participé avec les joueurs de l'équipe A, ça a sans doute faussé ses calculs pour cette CAN. Et lui-même le disait par la suite que il était question entre Jamel Belmadi et Majid Bouguera de ménager certains cadres, notamment ceux qui jouent en équipe A, mais force est de constater quand on affronte des sélections comme le Maroc ou même le Qatar ou en finale la Tunisie, c'est difficile de se passer des services de Belaïli, Bounjah et compagnie. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Majid Bouguera a pris des joueurs. Majid Bouguera a pris des joueurs de l'équipe A avec l'aval et le consentement de Jamel Belmadi. Et même sur recommandation de Jamel Belmadi, parce que du fait justement de cette coupe arabe, les championnats des pays du Golfe allaient être à l'arrêt, ainsi que le championnat de Tunisie. Donc il fallait donner aux joueurs qui jouaient là-bas au Qatar, en Arabie Saoudite, en Tunisie, du temps de jeu. Il ne faut pas qu'ils restent inactifs pendant 2 mois. Mais il était question de les ménager. Mais au final, ces joueurs ont disputé. Rien n'indique qu'il était question de les ménager. C'est le coach national, Jamel Belmadi, qui l'a déclaré avant cette coupe arabe.
Et encore plus, Majid Bouguera, en accordant une interview à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne de football, on en a parlé ici sur ce même plateau, que justement les cadres de l'équipe A allaient être ménagés afin de ne pas les carboniser. Bon, mais ils ont été utilisés parce que l'équipe est allée en finale. On ne peut pas ménager des joueurs alors qu'il y a la perspective d'un titre. C'est ce qu'a déclaré voilà. Jamal Belmadi. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'il y ait des matchs avec des prolongations, qu'il y ait cette charge émotionnelle, peut-être c'était inattendu. Peut-être que personne n'attendait à ce que les gens attendaient à ce que l'Algérie fasse un bon parcours, mais pas qu'elle remporte la Coupe arabe. Mais il y a eu des exemples par le passé, à tous les niveaux, surtout au niveau des clubs. Il y a Abdul Kawa qui a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia en 1976. Et la saison d'après, l'équipe Mouloudia avait fait des résultats vraiment mitigés. La JSK en 80 et en 81-90, après leur titre africain, il y a eu des compressions. C'est toujours difficile de rester au sommet. Il y a eu même des problèmes internes avec des entraîneurs qui sont partis. Donc, il y a toujours des compressions après un titre remporté. Et ça se soit alors enchaîné deux compétitions quand même. Pour le mental, surtout d'un joueur algérien qui est un peu fragile mentalement, c'est difficile. Place à la dernière déclaration de Jamal Belmadi et justement ce match, c'est cette double confrontation attendue et qui va arriver. Donc le mois prochain face au Cameroun pour la qualification à la Coupe du Monde. On va l'écouter Jamal Belmadi qui parle justement sur le stage qui précédera ces deux matchs. Dans la semaine et préparer au mieux avec le prochain rassemblement et que tout le monde soit prêt à tous les niveaux pour cette double confrontation. Et voilà, il va falloir sortir. C'est une Coupe du Monde. Ça ne peut pas être un match simple, ça ne peut pas être un match contre une petite équipe, ça peut être un match dans un contexte normal, c'est un contexte anormal contre une équipe vaillante, une équipe qui va vouloir y aller avec une équipe orgueilleuse. Si il va falloir le mériter. Il va falloir faire beaucoup de choses. Je vais vous dire un truc. Et le résultat aussi du travail de Hadek al-Fariq ou Hadek al-Djil, c'est qu'on a mérité de jouer ce match-là à domicile. Et ça, vous savez très bien que c'est un parcours. Il faut finir temps, il faut finir là, qu'on a tout le temps le classement, truc. Donc on a mérité de terminer en beauté. Imaginez-vous le contraire, si on devait aller faire ce match retour à Japoma là-bas. C'est pas comment ça serait passé. Donc, Inch'Allah, on veut fêter ça à domicile. Pour moi, ça sera aussi grand, voire plus grand peut-être, hein, que la Coupe d'Afrique 2019. Abdel Kawa, on vient d'écouter donc Jamal Belmadi qui se focalise désormais sur ce match face au Cameroun et sur ce stage de préparation, même s'il n'en parle pas, ça sera... Le stage va se dérouler en principe en Guinée équatoriale, donc il y aura 4 jours à Malabo avant de s'envoler à destination de Douala, donc la ville qui accueillera ce match entre l'Algérie et le Cameroun. En parlant du stage, de cette préparation, déjà on l'a vu à Jamal Belmadi aujourd'hui, il s'est longuement étalé sur notamment ce qui n'a pas marché à la CAN. Désormais, ça sera... l'objectif sera de se qualifier à la Coupe du Monde et d'oublier justement cette CAN désormais, place au travail et place à ce match face au Cameroun. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais je vais revenir un peu rapidement sur ça. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que le résultat du match qu'on ne peut pas maîtriser. Mais la préparation, on peut la maîtriser, c'est-à-dire ne rien laisser au hasard. Maintenant, la seule difficulté qu'il va y avoir, c'est qu'il y a 4 jours. Est-ce qu'en 4 jours, on va avoir le temps de tout peaufiner ? Ça, c'est un peu plus difficile. Mais les joueurs, je m'excuse, mais le plus important pour ce regroupement, c'est que les joueurs arrivent avec 100% de leur capacité. C'est ça qui est beaucoup plus important. Maintenant, pour peaufiner un peu l'organisation... Est-ce qu'il doit faire appel à de nouveaux joueurs? Quand on écoute aujourd'hui Belmadi, messieurs, on sent que Jamal Belmadi défend ses joueurs, et c'est tout à fait normal. Il ne leur incombe pas, justement, cette élimination au premier tour. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que Jamal Belmadi est déjà, donc il est satisfait, malgré cette élimination des joueurs actuels, donc il ne devrait pas y avoir... beaucoup de changements, notamment dans le 11. Je ne pense pas qu'il va y avoir du changement. De toute façon, Jamal a bien expliqué un peu toute cette mésaventure de la Coupe d'Afrique. Donc il est bien conscient que pour ce match-là, on n'a pas droit à l'erreur.
Donc il va tout mettre du côté de notre équipe nationale pour essayer d'être le plus performant possible et d'avoir un bon résultat à Douala. Ça c'est certain. Maintenant, je ne pense pas, il y a eu quand même une liste assez... On a pratiquement 35 à 40 joueurs. Mais je ne pense pas... Voilà, je pense qu'il va prendre d'abord ceux qui sont le plus compétitifs, ceux qui sont le plus en forme, et surtout ceux qui peuvent donner quelque chose de plus à cette équipe nationale. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. Aussi une déclaration qui aura marqué cette conférence de presse concernant Andy Delors. Donc Andy Delors qui s'est exprimé il y a quelques jours de cela dans une radio française, donc, où là il n'écarte pas un éventuel retour en sélection, sauf que Jamal Belmadi ne l'a pas écouté de la même oreille, justement, en déclarant, quasiment en lui fermant la porte de la sélection, en disant que celui-ci avait manqué de respect à l'équipe nationale et que si Andy Delors venait à revenir en sélection, ce serait sans doute avec un autre coach. Non, c'est sûr. Écoutez, donc Belmadi, il a une tâche très importante, c'est qu'il faut qu'il protège son groupe. Donc préserver la sérénité du groupe. Bien sûr, c'est important. Donc c'est pas important ce qu'il dit Delors, ce qui est important, c'est ce que pense Belmadi. Parce que, écoutez, pour entrer en sélection, il y a des critères. Il y a des critères et ces critères, ils sont minutieux. C'est-à-dire, le gars était avec le groupe, donc lorsque Belmadi a vu qu'il était, entre guillemets, peut-être négatif, donc il l'a écarté pour préserver le groupe. Donc c'est sûr que la tâche de Belmadi, elle n'est pas facile. C'est sûr qu'il va prendre des décisions très très difficiles pour aller jouer ces deux matchs. Moi, personnellement, je pense que Belmadi, il est dans la bonne voie. Parce qu'avant d'arriver aux 90 minutes, le premier match et le deuxième match, il faut toujours planifier, organiser. Le côté organisationnel, le côté gestion, la chose, elle est la plus importante pour moi. Parce que mettre les joueurs dans de très bonnes conditions, il faut que les joueurs et le staff technique sentent la différence à la venue de M. Zevzef Jahid, qui est en train de faire un travail extraordinaire. Moi, personnellement, je peux dire qu'ils vont sentir la différence. Et c'est là qu'on peut dire qu'on a gagné 50% de cette qualification. Parce que, écoutez, jouer les deux matchs pour aller se qualifier en une finale de Coupe du Monde, c'est pas quelque chose, parce que ça, c'est un travail, phase finale, ça, c'est un travail de 3 ans et demi. Donc, il faut que ça se concrétise par une belle qualification en Coupe du Monde, Inch'Allah. Très bien, messieurs, on a fait le tour donc de cette conférence de presse. On va passer à notre sujet, donc qui concerne toujours l'équipe nationale, mais féminine cette fois-ci, l'équipe nationale féminine, donc entraînée par Radia Fertoul, ne verra pas donc la prochaine CAN. Cette équipe a été éliminée par l'Afrique du Sud mercredi dernier lors du match retour. On va suivre ce sujet, on revient. Après un match nul concédé face à l'Afrique du Sud, hier au stade Omar Hamadi de Boulourine, notre sélection féminine de football a raté sa 6e qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet prochain. Un début de rencontre plutôt équilibré, les Algériennes ont ouvert le score dans le temps additionnel de la première partie du match par Célia Koui sur une passe décisive de Naïma Bouhenni. La réplique des Sud-Africaines est venue à la 62e minute de jeu grâce à un pénalty parfaitement transformé en but par Linda Matlalo. Et sur une égalité de 1 but partout que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Pour rappel, au match aller, disputé vendredi dernier à Johannesburg, les joueuses de Radia Fertoul s'étaient inclinées sur le score de 2-0. Abdanor, on peut dire que c'était attendu, malheureusement pour nos Vertes. Le tirage au sort n'a pas été clément en affrontant cette équipe sud-africaine. Oui, l'Afrique du Sud est une des meilleures équipes africaines, puisqu'ils ont pratiquement participé à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique. Donc c'est une équipe qui est expérimentée. Malheureusement, notre équipe nationale est en pleine renaissance, puisque la majorité des joueuses qui ont été convoquées n'ont pas beaucoup de stages ensemble. Donc on sent qu'il y a quand même de la qualité individuelle, mais collectivement, on a encore beaucoup de manques. Et il faut avouer que l'Afrique du Sud nous a été supérieure, non seulement au niveau physique, au niveau organisationnel,
Et puis il y a des joueuses qui ont beaucoup d'expérience par rapport aux Algériennes. Donc pour moi, c'est pas une surprise. Déjà au match aller, on avait eu déjà une petite idée sur cette équipe-là. Il était très difficile pour nous d'essayer de les battre largement ici à Alger. On va écouter les déclarations d'après-match. Le président de la Fédération algérienne de football et l'entraîneur Radia Fertoul, ainsi que celle qui a marqué le but, Cilia Koui. On va les écouter, on revient. C'est quand même bien comporté. Moi, je trouve que ce match est quand même différent du match de jouer en Afrique du Sud. La prestation s'est beaucoup améliorée de toutes les façons. Malheureusement, nous n'avons pas pu revenir au score. Le score concédé en Afrique du Sud a empêché les filles d'aller jusqu'à la fin. Je les félicite quand même pour leur combativité, pour la qualité de jeu qu'elles ont montré. Je félicite également nos frères et surtout nos sœurs sud-africaines pour cette qualification. Déjà le tirage au sort, القرعة ما رحمتناش من الأول par rapport à nos voisins, la Tunisie, les autres pays voisins, mais الحمد لله هذا هو الفوتبول. malgré tout ça حضرنا منتخب في نقدروا نقولوا في بارتي مود نوفمبر. parce qu'avant le travail تاعنا كامل التحضير كان مع كل اللاعبات المحليات وين درنا معاهم 7 تربصات ومن بعد لعبنا معاهم كأس العرب. À partir du mois de septembre, on a enchaîné directement avec une nouvelle stratégie وين جبنا لاعبات ينشطنا في الخارج. في الموis de septembre كما كنتوا على بالكم تبعوا فينا درنا اون بري سيليكسيون. à partir du mois de novembre وين قدرنا نلموا اللاعبات هادو درنا تربص في شهر نوفمبر. مالغي لعبنا في اكتوبر ضد السودان ما لعبناش ما لو ماتش روتور. لو ماتش الي ما كانش لينا بالفايده لانه ما كانش اون اوبوزيسيون كبيره مع احتراماتنا لاشقائنا السودانيين. اذا من نوفمبر لديسمبر درنا 2 ستاج. دونك هذا الفريق نظن منتخب جون شاب نعطيو له فرصته في المستقبل ان شاء الله. هو منتخب مستقبلي ان شاء الله. Non qualification très frustrante. Le match aller, ça a été une prestation compliquée au vu des conditions climatiques. On a refusé le jeu. Aujourd'hui, on a pris le jeu à notre compte. On était à domicile. On a voulu montrer notre vrai visage et notre identité. On sort avec 1-1. Malheureusement, c'est pas suffisant pour aller chercher la qualification. Donc forcément, très amer, très amer. Mais il faut tirer le positif de tout ça. C'est une équipe qui est en pleine progression. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place au quotidien pour progresser. Et on va continuer dans cette voie-là, on va continuer de travailler avec fierté, honneur et détermination. Alors, Zohra Djeloul, vous avez suivi le match, une élimination attendue après avoir perdu 2-0 à l'aller. C'est surtout en face, il y a eu une équipe d'Afrique du Sud très redoutable. On l'a vu même sur cette pelouse du stade Omar Hamadi de Boulogne. Oui, c'est sûr. On a vu le match aller. C'est là qu'on a perdu la qualification. On joue contre une des meilleures équipes en Afrique. Donc je pense que le football féminin ici en Algérie, on ne lui donne pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, on n'a même pas... Vous pensez qu'on ne lui donne pas d'importance du côté de la fédération? On n'a pas un championnat solide. On n'a pas un championnat au niveau des jeunes, on a juste quelques équipes au niveau senior, mais pas plus que ça. Donc je pense qu'il faut donner un peu plus d'importance. Et le fait de faire appel aux joueuses là, qui évoluent à l'étranger, on l'a écouté, Radia Fertoul, qui dit qu'elle n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer cette double confrontation face à l'Afrique du Sud, puisqu'il y a eu seulement 1 ou 2 stages avant ce match avec les joueurs évoluant à l'étranger, donc évoluant à l'étranger. Mais c'est ça, c'est toujours, on a cette problématique. Écoutez, toujours on revient à la formation extérieure. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, il faut qu'on donne un peu plus d'importance au football féminin, il faut bien le développer, parce qu'on a de la compétence, on a des joueuses c'est-à-dire qui peuvent donner beaucoup à l'avenir. Très bien, on va passer... Oui, Farid, rapidement. Oui, juste rajouter un truc. Moi, je suis d'accord avec Radia Fertoul quand on a dit que la qualification s'est jouée au tirage au sort. Il y avait 3 sélections à éviter. L'Afrique du Sud, le Nigeria, multiple vainqueur de la Coupe d'Afrique, et le Cameroun. Eh bien, on est tombé sur l'une des 3, alors que d'autres sélections ont été épargnées. Et vu qu'il n'y a pas de championnat, le championnat est à l'arrêt, et que les joueuses
évoluant à l'étranger ne peuvent être libérés qu'aux dates FIFA. Donc c'était difficile de préparer cette compétition. Très très bien, on va passer donc à l'interview que nous a accordé, l'interview exclusive que nous a accordé le président de la Fédération algérienne de football, Sharafuddin Amara, après ce jingle. Donc le président de la Fédération algérienne de football, Sharafuddin Amara, que j'ai moi-même rencontré donc à l'occasion de cette rencontre qui a opposé la sélection algérienne féminine à celle de l'Afrique du Sud. Donc Sharafuddin Amara a accepté de répondre à nos questions et de revenir justement sur la préparation de l'équipe nationale pour cette double confrontation face au Cameroun, revenir aussi sur l'échec de l'équipe nationale à la CAN, mais aussi parler d'avenir. Je lui ai posé la question notamment sur les binationaux. Farid, vous suivez très très bien le dossier. Depuis quelques années maintenant, la Fédération algérienne de football n'arrive pas à convaincre les binationaux de talent à rejoindre la sélection nationale. On va suivre l'interview et on revient. En fait, il n'y a pas une raison. À mon sens, il y a plusieurs raisons. Il y a la conjugaison de beaucoup de facteurs qui ont fait que nous n'avons pas été à la hauteur, je dirais, des aspirations et nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Bon, nous avons trébuché, je l'ai dit, nous avons raté la marche. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe est mauvaise, que l'équipe est faible. Au contraire, je crois toujours que notre équipe nationale a toujours le niveau et le prestige qu'elle a. Et c'est pour cela que je suis très confiant pour l'avenir de notre équipe. D'abord, Saïd, je dois préciser quelque chose. L'équipe de Cameroun a toujours et pratiquement toujours joué à Douala. Toutes les qualifications, ils ont faites dans le match les matchs de qualification, les a joués à Japoma, à Douala. Et je suppose aussi que s'il s'agit d'une guerre psychologique, je crois aussi que ça, c'est un autre avantage. Vous pensez c'est un autre avantage. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un stade que nous connaissons au Cameroun, c'est bien ce stade de Japoma. Nous avons nos repères, nous connaissons les infrastructures d'entraînement et l'infrastructure de jeu. Et puis aussi, les gens ont des appréhensions par rapport à la qualité de la pelouse, mais je crois aussi que la FIFA veille, et la CAF aussi, veille à ce que cette pelouse soit conforme au standard international. Et je crois que les 2 mois qui se seraient écoulés d'ici là, je crois que c'est suffisant pour qu'ils rattrapent s'il y a des insuffisances, enfin les insuffisances surtout de cette pelouse. Moi, j'aime pas parler des conditions de préparation et quand il s'agit encore d'1 mois avant, parce que ça risque de changer à tout moment. Donc c'est pas encore officiel. C'est pas officiel. Bon, on a fait des préparatifs, on a prévu des choses. Et, bon, mais maintenant, que ce soit la Guinée équatoriale ou Nigeria ou Togo, je ne sais pas. Je préfère ne pas le dire. Parce que, pour que tout le monde sache que ça ne se fait pas de divulguer le lieu du stage de son équipe nationale 1 mois et demi avant. Et ça, c'est un message que je lance à tout le monde, à tous ceux qui, entre guillemets, ont eu l'inconscience de divulguer certaines informations sur l'équipe nationale.
il y a beaucoup de joueurs algériens évoluant à l'étranger qui sont dans notre radar, comme on dit, sur notre radar. Alors, bien entendu, c'est des informations que nous gardons à notre niveau jusqu'à une certaine date, jusqu'à ce qu'on avance dans les discussions, parce qu'il ne s'agit pas seulement de discuter avec le joueur, ou que le joueur soit algérien, ou qu'il ait des origines algériennes, qu'on dise qu'il doit ou il peut ou il veut jouer pour l'Algérie. Il y a un facteur très important, c'est le patriotisme. C'est que ce joueur-là aime jouer pour l'Algérie et aimerait venir en Algérie. C'est pour cela que nous n'avançons jamais le nom d'un joueur que nous visons, et jusqu'à ce qu'on s'assure que ce joueur-là, combien même ses qualités techniques sont avérées, que ce joueur-là veuille vraiment jouer pour l'Algérie. Messieurs, si on revient sur cette interview, donc en parlant du stade de Japoma, j'ai posé la question au président de la fédération, est-ce que on peut parler d'une guerre psychologique un petit peu menée par la fédération, la FECAFOOT, donc la fédération camerounaise, le fait de jouer ce match aller à Japoma, sachant que l'équipe camerounaise a pour habitude d'évoluer à Yaoundé. Le président dit que c'est un avantage de jouer dans un stade que les joueurs ont déjà évolué donc, dans cette pelouse, connaissent parfaitement. Donc ils pensent plus que c'est un avantage qu'un inconvénient de revenir à Japoma. Non, peut-être qu'il a raison, peut-être que non, parce que ça, c'est son point de vue. Donc, un joueur bien préparé ou un staff bien préparé, c'est l'état d'esprit. Nous, c'est vrai, on a une bonne expérience, on a joué dessus. Mais écoutez, c'est le jour du match, c'est la forme du match, c'est l'état d'esprit le jour du match qui va définir un résultat. C'est pas la pelouse ou c'est pas l'endroit où on doit jouer. Moi, à mon avis, écoutez, le match aller, il joue sur plusieurs aspects. C'est le terme juste. C'est-à-dire, il y a l'aspect, on a dit tout à l'heure, organisationnel, et puis il y a l'aspect mental. Parce qu'il faut préparer les joueurs dans ce sens. Là, je suis d'accord. Si on prépare les joueurs dans ce sens, donc il faut pas en tenir contre des matchs précédents. Maintenant, c'est un match de barrage, c'est un match qui est important. Il faut enlever la pression sur ces joueurs-là et puis aller en avant pour gagner le match coûte que coûte. Abdelnour, sur le stage, il préfère ne pas parler pour l'instant, pas donner de détails. Il ne veut pas confirmer justement la tenue de ce stage en Guinée équatoriale. Est-ce que vous pensez, c'est la même chose que ce qu'a déclaré Jamal Belmadi ce matin, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de ne pas trop communiquer là-dessus? Bien sûr. Moi, je pense que plus on est discret, mieux ça vaut. Quand on est en préparation, il vaut mieux être dans un coin où on est tranquille, où on peut se préparer très sereinement. Donc maintenant, le choix maintenant, que ce soit en Guinée équatoriale ou ailleurs, je pense que c'est un choix qui est quand même bien réfléchi. Donc essayer de mettre tous les atouts de notre côté. Il ne faut pas oublier que le Cameroun va tout faire pour essayer non seulement de gagner le match, mais de gagner le match avec un gros score, parce qu'ils savent très bien ce qui les attend à Alger. Donc c'est à nous de mettre un dispositif en place, non seulement pour pouvoir les contrer, mais pour essayer également de marquer des buts. Dernière question sur cette interview, sur le dossier des binationaux, où vous avez longtemps travaillé dessus, Faïd Saada, vous, le journaliste de terrain. Si on doit comparer à ce qui se faisait sous le temps de Mohamed Arourawa, parce qu'il était président de la fédération, ça parlait beaucoup avec les binationaux. Ce n'a pas été le cas avec Khedri Zadji. Pour Sharaf Denamara, lui, il confirme qu'il y a des discussions qui ont eu lieu donc, avec certains binationaux. Et quand je lui parle d'Olysée, par exemple, le joueur de Crystal Palace, qui a donc la triple nationalité française, algérienne, mais aussi celle du Nigeria, c'est ça. Donc, il préfère un petit peu botter en touche. Oui, bon, c'est vrai que la différence entre l'époque de Mohamed Arourawa et maintenant, c'est qu'avant, ce n'était pas tellement médiatisé. L'Algérie n'était pas bien classée, elle n'était pas mise en avant, donc ça se faisait dans la discrétion et tout. Mais maintenant, tout le monde guette
des moindres joueurs qui ont des racines algériennes. Il y a même des gens qui ont essayé de nous les piquer. OK, premier. Deuxièmement, maintenant, il y a une nouvelle stratégie à la fédération. Du temps de Zotchi, justement, c'était d'essayer de prendre des joueurs jeunes. C'est-à-dire dès des jeunes catégories et de leur faire aimer l'Algérie. Et ça marche avec quelques joueurs. Et troisièmement, maintenant, c'est une guerre féroce avec la médiatisation, beaucoup de médias, beaucoup de sites internet. Il y a même de la désinformation. Donc un peu ça parasite le travail du sélectionneur. Mais Djemal Belmadi, ce matin, dans la conférence de presse, il a parlé de cet aspect. Il a dit... Nous avons contacté des joueurs susceptibles de renforcer l'équipe. Je ne vais pas vous dire leur réponse, vous saurez en temps voulu, mais on respecte les décisions de chacun. Très très bien, messieurs, on en a terminé donc avec cette première partie consacrée aux équipes nationales masculines donc, et féminines. On passe désormais à compétition donc, africaine interclub après ce jingle. Et on commence avec une nouvelle défaite de l'Entente de Sétif, cette fois-ci face à l'équipe sud-africaine d'Amazulu. 1-0, Zoher Djelloul, une défaite qu'on n'attendait pas forcément de cette équipe sétifienne, même si depuis quelques jours, il y a le feu. Au sein de la maison sétifienne, on en a parlé tout à l'heure au début d'émission, l'entraîneur donc Nabil Kouki n'est plus justement le coach de cette équipe sétifienne depuis cet après-midi en tout cas. Non, c'est sûr, écoutez, l'Entente de Sétif nous a toujours donné rendez-vous dans des grands matchs pareils, gagner à l'extérieur, faire un très bon résultat et puis aller très loin dans ces qualifications. Moi personnellement j'ai vu le match et puis j'ai vu que l'Entente de Sétif était un peu fébrile, c'est-à-dire c'est pas l'entente qu'on voyait avant. C'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout le problème d'argent, le problème avec, c'est-à-dire les dirigeants, la direction les et les joueurs après la défaite concédée face au Raja à Casablanca. Exactement, donc ça a donné beaucoup de choses négatives et c'est sûr ça se répercute sur le terrain. Donc si un joueur, le mental, il ne va pas avec les jambes, donc c'est sûr que le résultat, c'est lui qui va primer. Abdelnour, un petit mot sur la situation que traverse l'Entente de Sétif. De toute façon, il fallait s'attendre un peu à cette défaite après les déclarations de Halfaya après le match du Raja. Il a été clair qu'il y avait certains joueurs, d'ailleurs un joueur qui a été... On peut dire qu'il a déstabilisé son club. Absolument, absolument. Et là, moi je pense que il n'aurait jamais dû faire ces déclarations. Et si, vous savez, le linge sale, généralement, se lave en famille. Ce qui se passe à l'Entente de Sétif, quand c'est des problèmes internes, je pense qu'il faut les régler à l'intérieur même du club. Et ne pas dévoiler ça à la rue. Donc bon, aujourd'hui, Sétif maintenant doit impérativement se ressaisir s'ils veulent continuer leur aventure. Et ça va être très difficile en Coupe d'Afrique. La qualification reste possible, parlons oui, notamment après la victoire du Raja vendredi face au Horia Conakry. Donc le Raja est quasiment qualifié avec 9 points en 3 matchs. L'équipe d'Amazulu est deuxième avec 6 points, l'Entente de Sétif 3 points et Horia Conakry bon dernier avec 0 points. On passe à l'autre représentant algérien dans cette coupe, cette Ligue des champions africaine, le CRB Louisdad Farid Saada. Le CRB donc lui par contre est allé s'imposer face à cette équipe du Botswana des Galaxies. Oui, vous savez, dans un groupe de 4, quand il y a 3 équipes du même niveau, il y a un maillon faible. L'essentiel, c'est de gagner en aller-retour contre le maillon faible. Le maillon faible de ce groupe, c'est Galaxy de Botswana. L'équipe de l'Étoile du Sahel n'a pas pu gagner là-bas. Elle a été tenue en échec. Le CRB a pu le faire. Et grâce à qui? Grâce à Mezzougi, vilipendé il y a quelques jours pour avoir raté un pénalty, alors que les meilleurs joueurs ratent des pénaltys. Récemment, Messi a raté un pénalty en Ligue des Champions, Neymar a raté en Championnat de France, donc Ronaldo a raté avec Manchester United. Tous les meilleurs joueurs ratent des pénaltys. Il a raté, il a été critiqué. Voilà, il est rentré comme remplaçant, il a marqué un doublé, il a offert la victoire à son équipe. Comme il avait raté le pénalty au temps additionnel, il a donné le but de la victoire dans le temps additionnel. Bravo CAB. Là,
du Serbie a franchi un grand pas vers la qualification, en attendant bien sûr de tenir bon contre les deux gros de ce groupe, l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis. On passe à la Coupe de la Confédération africaine de football avec là aussi un bon résultat ramené de l'extérieur par la jeunesse sportive de Saoura. Donc il revient de Tripoli avec le match nul et un but partout. Zoya Djelloul, un bon point de prix pour cette équipe de la Saoura qui a gagné donc lors de la précédente journée face Royal Leopards. Et aujourd'hui, donc dimanche plutôt, cette équipe, je dis le dimanche, le match n'est pas encore terminé, il reste encore un quart d'heure, mais je dis que pour l'instant, c'est bien embarqué pour cette équipe de la Saoura. Oui, je pense que JS Saoura voyage bien à l'extérieur. Il reste encore un quart d'heure, tout peut arriver. Je suis un peu emballé, mais... Mais elle commence à gagner beaucoup de confiance, cette équipe. Cette équipe commence à avoir une bonne stabilité, donc surtout technique. Donc, elle voyage bien, elle a un bon résultat jusqu'à maintenant, mais je pense qu'ils vont se qualifier si cette équipe, on la protège et puis rester travailler et surtout garder la stabilité dans cette équipe. Le fait de voir cette équipe de la Saoura, justement, après sa défaite au premier match Abdelnour en Afrique du Sud face à Orlando Pirates, une victoire, je le disais, face aux représentants du Swaziland, les Royal Leopards. Et aujourd'hui, après 76 minutes de jeu, cette équipe de la Saoura tient en échec l'Ittihad de Tripoli, un but partout. Dans le groupe Orlando Pirates est favori, ça c'est certain. Donc il faudra se bagarrer pour la deuxième place. Absolument. Et ce sera sans doute entre l'Ittihad de Tripoli. Qui est une bonne équipe, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, le football libyen a toujours été bon, hein. Bon, mis à part tous les problèmes qu'ils ont vécus, mais l'Ittihad et le Ahli de Tripoli sont de grandes équipes. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se qualifier et aller le plus loin possible dans cette aventure. On va suivre en tout cas le résultat de cette partie avant la fin de notre émission et on passe désormais à présent plutôt à la Liga après ce jingle. Et avant donc d'entamer les résumés des matchs disputés vendredi dernier, et notamment l'USMA d'Alger qui a battu le net et qui se retrouve, donc qui est désormais dauphin du CRB du Z avec 3 points de moins que le Chebeb Riadi de BUZ. Il y a eu un mercato, le mercato hivernal qui a pris fin le 24 février dernier. Il n'y a pas eu énormément de transferts cette fois-ci, et heureusement, notamment avec la crise financière qui frappe nos clubs. On va suivre ce VTR signé Sid Ahmed Bouraïeb et on revient. Comme chaque mercato, les clubs algériens ont profité de l'occasion pour se renforcer et se lancer dans la course aux signatures. Le double champion en titre qui joue sur 2 fronts a rapatrié son ancien joueur Karim Aribi, mal en point avec Nîmes, après un passage réussi à l'Étoile du Sahel qui lui a permis de recevoir une convocation en sélection. Le CRB a aussi renforcé son compartiment offensif par le jeune Ali Rgba, un ancien de Leicester City. L'autre représentant algérien en compétition africaine, la JS Saoura, s'est aussi renforcé avec l'arrière droit Bouzid et l'attaquant Adrar venu de la JSMB. La JSK était parmi les plus actifs durant la fenêtre des transferts en signant 3 joueurs. Badreddin Souyed est désormais de nouveau un Canari, 6 mois après avoir quitté le club. Les jaunes et verts ont également fait signer l'ex-international Salim Bouchenchouch qui revient lui aussi au club et le Burkinabé Ouattara. Le Mouloudia d'Alger qui était en contact avec plusieurs joueurs n'a réussi qu'à en signer un seul. Lexus Smith Raouf Benguit a signé un bail de 18 mois en provenance de l'Espérance de Tunis. L'USM Alger aussi n'a réussi à engager qu'un seul joueur, Islam Rili de l'AS Ochlef. Du côté du CS Constantine Chtihardi sont les nouveaux renforts. L'AS Ochlef aura réussi 3 nouvelles signatures. Zakaria Haddouche, l'enfant du club, revient à la maison après avoir roulé sa bosse un peu partout sur les pelouses de la Ligue 1. Znasni et Swibah complètent la liste. Des renforts qui seront d'une grande aide au club pour réaliser les objectifs assignés. Rapidement, Farid Saada sur ce mercato hivernal en Algérie, pas vraiment de changement, en tout cas pour nos joueurs. Il n'y a pas eu un mercato folie
de folie en tout cas pour cette fois-ci. Mais bon, en général, la vocation des mercato, c'est de se renforcer. Les meilleurs joueurs ne sont pas libérés, sauf si quelqu'un, un joueur... Ça, c'est en Europe. En Europe, Algérie, non, même en hiver, on assiste, par le passé, on assistait peut-être qu'il y a de bonnes affaires par rapport à des joueurs qui ont été libérés par la CNRL pour défaut de paiement des salaires. Mais il faut dire que pour la première fois, la fédération a tenu bon, c'est-à-dire que les clubs endettés n'ont pas pu recruter, sauf s'ils payaient leurs dettes. Sauf 2 clubs pour l'instant qui ont pu... oui, il y a Média et la JSK. Et la JSK. Et le Mouloudia. Bon, ils ont ramené des joueurs à titre de prêt. Mais pourquoi? C'est parce que ces clubs-là, bon, la JSK a pu rembourser une partie de ses dettes grâce à l'argent de la participation à la Coupe de la CAF. Okay. Et les sponsors. Mais les autres clubs ont renoncé aux droits télévision des années passées en contrepartie, c'est-à-dire ils ont payé leur créance vis-à-vis des joueurs avec le passif. Avec le passif des droits de retransmission de télévision. Donc voilà, mais il faut saluer, bon, quand il faut critiquer la femme, il faut la critiquer. Mais en tout cas, il fait quelque chose de bien, il faut saluer sa fermeté cette fois-ci pour ce mercato. Très très bien, messieurs. On va commencer donc avec cette 18e journée de Ligue 1, donc la première journée de la phase retour qui a eu lieu vendredi. Rapidement, donc on va commencer par cette victoire de l'USM Alger face au Net du Sendé lors du derby algérois, 1-0. Donc cette rencontre a vu donc la victoire des usmistes 1-0 sur penalty. On va voir les images à l'instant. Donc voilà, avec l'USMA donc qui s'impose devant le Net, un derby algérois. Il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, mais l'essentiel est là pour l'USMA notamment qui s'impose 1-0. Oui, c'est sûr, c'est un derby algérois. On a vu que cette victoire, c'est sûr, parce qu'il y a la venue d'un nouveau coach, un nouveau staff, donc c'est sûr qu'ils vont mettre les moyens, ils vont mettre une pression sur le joueur avec un nouveau c'est-à-dire coup d'œil. Et toujours le Net du Sendé ont beaucoup de problèmes ces derniers temps, surtout sur le plan technique. C'est la barre technique aussi, il n'y a pas de stabilité. Donc c'est sûr, lorsque tu vas jouer contre une équipe pareille, c'est sûr que tu vas payer cash. Donc moi, je pense que le Net, s'il ne se réveille pas maintenant et puis corriger pas mal de choses, je pense qu'ils vont être en difficulté. Abdel, rapidement sur cette victoire de l'USMA et le Net qui, justement, s'enlise. Le Net est en train de souffrir depuis le début de saison, il ne faut pas l'oublier. Bon, maintenant, ça donne du baume un peu à l'USMA qui se retrouve, mine de rien, classé deuxième. Donc l'USMA est en voie de réaliser une très bonne saison. Il y a un nouveau staff, c'est sûr. Mais il faut attendre pour voir un peu la suite du championnat. On passe à un autre match, celui qui a opposé au stade de Tizi Ouzou, la JS Kabylie face à l'Olympique de Médéa. Ce match a vu la présence d'au moins 3000 supporters kabyles. On va suivre le sujet et on revient. Sujet signé Fatah Abad. Gradin, les Canaries se devaient d'assurer le spectacle, ou tout au moins remporter les 3 points de la victoire. C'est ce que les protégés de Souieh ont réussi à faire en inscrivant l'unique but de la rencontre par l'entremise de Mouaki. Ce dernier qui confirme de match en match que c'est un attaquant de qualité. Malgré les nombreuses occasions pour les Canaries en deuxième période, le score est resté inchangé avec cette courte victoire qui leur permet de voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Victoire ô combien importante pour la JS Kabylie qui remonte au classement 5e aujourd'hui avec 31 points grâce à cette victoire face à Médéa. Oui, bon, c'est... La JSK depuis 2 ans évolue beaucoup mieux à l'extérieur qu'à domicile. Là, il y a le retour des supporters. J'espère que ce ne sera pas une arme à double tranchant parce que parfois, il y a eu des défaites l'année dernière sans public. Qu'est-ce qu'il aurait été s'il y avait le public? Peut-être qu'il y aurait eu une pression supplémentaire sur les joueurs. Là, il y a victoire. On aimerait bien voir la réaction du public s'il y avait défaite à Tizi Ouzou. Pour voir ce que les habitudes ont changé. Vous allez faire des mécontents du côté des supporters de la JSK. Médéa
qui enchaîne encore avec une... Média avait bien commencé le championnat, après chute libre. Bah, ils ont recruté 3 joueurs. On verra si ça va leur permettre de remonter dans le classement. On passe à un autre match, celui qui a opposé au stade Shahid Ahmed Zabana, le MC Oran, là, qui s'impose, l'équipe du Mouloudia d'Oran face au CS Constantine, 2-1. On voit les images, donc cette victoire ultra importante à Abdelnour du Mouloudia d'Oran, qui respire un petit peu au classement. Ouais, malgré, il fallait impérativement qu'il puisse récolter 3 points. Amrani a été clair de toutes les façons. Après cette victoire, il n'était pas tellement content parce qu'il a dit que ça va être très difficile pour le MCO de se ressaisir. Maintenant, une victoire, c'est toujours bon à prendre. C'est un peu le CSC qui est en train de subir des revers. Il ne faut pas oublier que je crois que le premier match, ils avaient battu ils avaient perdu 2-0 à Constantine. À Constantine. Donc voilà, le CSC également est en train de passer des moments très difficiles. Zahir Djellol, un mot sur ce match MCO, CSC rapidement. Bon, les deux équipes essayent de gagner beaucoup de points pour rester, c'est-à-dire en Ligue 1. Et puis je pense que le MCO ont fait c'est-à-dire le nécessaire pour gagner ce match-là. Et puis ils ont gagné 3 points contre une équipe très acharnée. Oui, et le CRB et le CSC s'est sabordé en poussant au départ son entraîneur Hadjar. Ce qui est anormal, même si le Hadjar dit qu'il a démissionné, mais ça reste un peu incompréhensible, puisque le CSC quand même a réalisé une phase aller assez... Oui, mais il a été décrié depuis le début, Hadjar. Tous les entraîneurs sont décriés en Algérie. Depuis le début du championnat, après 2-3 matchs, ça a commencé un peu à bouger. Aujourd'hui, si jamais il démissionne, c'est pas étonnant. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'US Biskra au RC Erba, donc avec le résumé signé Ismaël Benghaidia. Sur le plan psychologique, allez, le coup d'envoi est donné par monsieur Saïdi et première alerte. Et regardez qui récupère Mokhtar Hichem. À l'affût et en embuscade. Ah oui, il passe, il rentre dans les 18 mètres. Mokhtar Hichem et l'intervention de Moukaddem. Et le corner. Et le gardien de but. Oh, c'est le but de Mokhtar Hichem qui s'est rattrapé en marquant le but. Mais une erreur de placement de la défense. Sortie du gardien un peu hésitante. Et Mokhtar Hichem ne se fait pas prier pour marquer le but. En plus, un très beau but où une passe décisive. C'est bien fait pour Raïk Bilal qui tire le but, non. Oh, le ballon qui est passé à côté. Mais quelle attaque, quel tir. Une partie des supporters de l'US Biskra. Comme on peut au soleil. Et les supporters de l'Erba qui ont fait le déplacement. Il y a des mordus de l'Erba qui sont là. Parce que là, ça sent le but. Mais au premier poteau, la déviation. Et personne pour mettre le ballon au fond des filets. Esmoun qui dévie le ballon. Berkoun se fait surprendre. Et monsieur Saïdi choisit de mettre fin à cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour l'équipe de l'US Biskra grâce à un but de Mokhtar Hichem. Ounes, le ballon rentrant et Moukaddem qui met en corner. Courageux Moukaddem. Right. Bonne récupération. Il y va, Bouflira, il a du champ. Il est tout seul, Bouflira, le centre et l'intervention. Ah oui, elle était bonne, l'intervention de Brahami. Mohamed Larbi qui était à la retombée du ballon. Amrish. Il est lancé. Mokhtar Hichem. Mokhtar Hichem pour le deuxième, pour le doublé. Non! Qu'est-ce qu'il a fait, Mokhtar Hichem? Il a perdu et il a tué un peu l'action. C'est bien fait pour Kissili. Le ballon toujours dans les 18 mètres. Kissili qui centre dans le petit filet. C'est bien fait. Il fallait jouer en première intention. Et j'ai fait Berry, le deuxième but, non. Oh, Berry, il a raté. C'est bien fait, un bon appel de balle sur le côté. Il a tenté. Et c'est terminé. Score 1 but 1-0, but de Mokhtar Hichem.
Abdelnour, cette équipe de Biskra n'en finit pas de surprendre et elle confirme en tout cas sa belle phase aller et en s'imposant donc face à cette équipe de l'Herba. Aujourd'hui, donc cette équipe de Biskra est 5e au classement. Oui, c'est la plus belle saison qu'ils font depuis qu'ils sont en division 1, ça c'est certain. Maintenant, l'essentiel c'est d'avoir eu les 3 points avec la complicité du gardien parce qu'il fait une très mauvaise sortie sur le corner. Et ils ont eu quelques occasions qu'ils n'ont pas pu concrétiser. Mais par contre, l'Herba, moi je pense qu'ils ont encore beaucoup de marge de progression pour terminer, pour sortir un peu de la zone dangereuse. On passe à notre match, le NC Magra rapidement donc qui s'impose face au Wydad de Tlemcen. On voit les images de cette rencontre. Le NC Magra qui fait la bonne opération là aussi avec cette victoire Zoya Djelloul face à cette équipe du Wydad de Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen, bon dernier. Oui, c'est sûr, parce que Magra maintenant elle est au milieu du tableau, donc elle essaye toujours de gagner des points pour rester en Ligue 1 et puis jouer contre une équipe dernier du tableau. Donc je pense que ce n'était pas aussi dur de gagner ces 3 points. Dernier match, celui qui a opposé l'ASO Chlef au Parado Athletic Club, 0 partout. Valid Adam sur cette partie, pas de vainqueur, pas de buteur, en tout cas, pas de but. L'ASO Chlef, depuis quelques matchs, retrouve une de ses vertus, quand elle était une grande équipe, c'est d'être intraitable à domicile. Maintenant, c'est difficile de battre Chlef au stade Mohamed Boumouzarak. Le PAC, il joue à l'extérieur ou à domicile, c'est la même chose, mais elle a manqué d'efficacité sur ce match. Score équitable. Score équitable et en fin de match, on aurait pu voir le Parado marquer un but, mais l'arbitre avait sifflé la fin de la partie de manière assez compréhensible. On passe rapidement donc aux résultats de cette 18e journée et le classement. Mot de fin donc pour cette émission. On essaie de voir le résultat de cette équipe de la Saoura. Un but partout. On joue le temps additionnel. On espère en tout cas voir les Bécharis revenir avec ce match nul donc de l'extérieur. Mais si on arrive au terme de cette émission, ça a été rapide. On aurait aimé avoir plus de temps pour l'actualité a été riche. Exactement, notamment avec cette conférence de presse de Jamal Belmadi. Zoya Djelloul, merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous revoir très très bientôt. Moi, on vous donnera plus de temps pour évoquer notamment la sélection et nos clubs algériens. Moi aussi, je te dis merci surtout pour l'invitation. Je souhaite tout le bonheur pour notre équipe nationale, que Dieu protège notre équipe nationale et que Dieu protège l'Algérie. Merci Zoël, merci Valida Saada. Merci à vous Saïd. À mardi pour l'émission. Donc il va y avoir du sport avec Riyad Belkhedim, Abdelnour Kawa, merci. Merci également. Alors, je remercie donc toute l'équipe technique qui a veillé à la réalisation de cette émission. Évidemment, la réalisatrice Amel Benbatouj, au script Youssef Issad, toute l'équipe, donc toute l'équipe de la régie, mais aussi les caméramans, les journalistes, rédacteurs en chef Mokhtar Hamani. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.